Au début de la traite négrière, les Blancs avaient traité les Africains comme des animaux, voire certains les avaient considérés comme des bêtes sauvages. Cependant, certaines Africaines étaient dotées d'une intelligence et d'un savoir naturel exceptionnels, que même les Blancs ne pouvaient imaginer. Après un certain nombre d'années, les Blancs ont fini par comprendre que les Noirs étaient leurs égaux, voire supérieurs à eux-mêmes. Grâce à cette prise de conscience, l'ère de la traite négrière a pris fin. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter certaines esclaves qui ont pu surpasser le savoir des Blancs. Thomas Foley. Né en Afrique de l'Ouest, Thomas Foley fut capturé et envoyé en Amérique en 1724 à l'âge de 14 ans, devenant ainsi la propriété légale de Presley et Elizabeth Cox d'Alexandria, en Virginie. Malgré son analphabétisme et l'absence d'éducation en Amérique, il se distingua par ses incroyables capacités en calcul mental. Sa réputation attira de nombreux visiteurs, notamment Benjamin Rush, qui demanda à Thomas de réaliser des calculs mentaux et d'en vérifier l'exactitude. Les témoignages rapportent qu'il était capable de multiplier un nombre à 9 chiffres par 9, ou encore de déterminer le nombre de secondes vécues par une personne. En raison de son talent exceptionnel, il fut surnommé le « calculateur de Virginie ». Par ailleurs, il semble que Thomas Foley ait mené une existence ordinaire, sans autre particularité, ce qui suggère que cette capacité extraordinaire n'était pas liée à une condition médicale ou psychologique. Un jour, quand on lui a demandé combien de secondes il y avait dans un an et demi, il a répondu en 2 minutes environ, 47 304 000. Les pro-abolitionnistes et les philanthropes blancs ont utilisé son talent comme preuve que les esclaves noirs étaient égaux aux blancs au niveau de l'intelligence. Un avis de décès fut publié dans le Columbia Sentinel le 29 décembre 1790. Thomas Foley fut un très grand mathématicien, mais malheureusement oublié de l'histoire. Whitley. Elle s'appelait Phyllis, parce que c'était le nom du bateau qui l'avait amenée, et Whitley, qui était le nom du marchand qui l'avait acheté. Elle est née au Sénégal. À Boston, les négriers la mettent en vente. Elle a 7 ans. Elle sera une bonne jument. Elle a été sentie, nue, par de nombreuses mains. À 13 ans, elle écrivait déjà des poèmes dans une langue qui n'est pas la sienne. Personne ne croyait qu'elle en était l'auteur. À l'âge de 20 ans, Phyllis a été interrogée par un tribunal de 18 hommes éclairés en robe et perruque. Elle devait réciter des textes de Virgile, Milton et quelques passages de la Bible, et elle devait aussi jurer que les poèmes qu'elle a écrits n'étaient pas plagiés. D'une chaise, elle a fait son long examen, jusqu'à ce que le tribunal l'accepte. C'était une femme, elle était noire, elle était esclave et elle était poète. Philly Whitley a été la première écrivaine afro-américaine euro à publier un livre aux États-Unis. Phyllis ou Phyllis Whitley, née vers 1753 en Afrique de l'Ouest et décédée le 5 décembre 1784 à Boston, dans l'État du Massachusetts, est reconnue comme la première poète afro-américaine et l'une des premières femmes américaines à publier un recueil de poèmes. Elle est surnommée la « mère de la littérature afro-américaine » et est considérée par les Afro-Américains comme une figure emblématique de leur histoire, au même titre que Frederick Douglass, Martin Luther King ou encore Rosa Parks. Nous en savons peu sur ses origines. Son nom de naissance et son lieu de naissance exact, Sénégal ou Gambie, nous sont inconnus. Elle et des membres de sa famille, probablement des Fulani, ont été capturés par des chasseurs d'esclaves en 1761. Elle et 200 autres Africains ont été vendus à un navire négrier appelé The Phyllis, appartenant à un marchand d'esclaves nommé Timothy Fitch et commandé par le capitaine Peter Gwynne. Elle n'a plus jamais revu les membres de sa famille. Les Africains les plus robustes ont été vendus dans les ports des colonies du Sud pour être utilisés comme esclaves dans les plantations de coton ou de tabac, tandis que les plus jeunes et les plus faibles ont été vendus à Boston pour travailler comme domestiques ou ouvriers auprès d'artisans. Elle a reçu le prénom de Phyllis d'après le nom du navire négrier qui l'a transportée sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, et le nom de Whitley d'après celui de ses propriétaires, comme c'était la coutume. En raison de sa faible constitution, elle a été achetée pour une somme dérisoire par John Whitley, un riche marchand de la ville de Boston. John Whitley, remarquant sa santé fragile, elle souffrait d'asthme chronique voire de tuberculose, l'a destinée à être servante auprès de son épouse, Susanna Whitley. Remarquant que 2 de ses incisives supérieures centrales, des dents de lait, étaient tombées, il en a déduit qu'elle devait avoir 7 ou 8 ans. C'est ainsi que sa date de naissance probable a été fixée vers 1753,
mais pas plus tard que 1754. Charles S. L. Baker, ce génie noir sans équivalence. Charles S. Lewis Baker fut un inventeur afro-américain, qui a breveté le chauffage par friction. Sur cette image, Charles S. L. Baker, l'inventeur du système de chauffage par radiateur, et son assistant, faisant une démonstration de leur système conçu pour les maisons résidentielles. Ce système régla un problème crucial, les incendies domestiques liés à l'utilisation de cheminées et de poêles. Baker est né en esclavage le 3 août 1859 à Savannah, Missouri. Sa mère, Betsy Mackay, est décédée alors qu'il avait 3 mois, le laissant élever par la femme de son propriétaire, Sally Mackay, et son père, Abraham Baker. Il était le plus jeune de 5 enfants, Susie, Peter, Annie et Helen, qui ont tous été libérés après la guerre de sécession. Baker a ensuite reçu une éducation au Franklin College. Son père était employé comme agent express, et une fois que Baker a eu 15 ans, il est devenu son assistant. Baker a travaillé avec des chariots et des chevilles, ce qui a suscité un intérêt pour les sciences mécaniques. Baker a travaillé pendant des décennies sur son produit, essayant plusieurs formes différentes de friction, notamment en frottant 2 briques ensemble mécaniquement, ainsi qu'en utilisant divers types de métaux. Après 23 ans, l'invention a été perfectionnée sous la forme de 2 cylindres métalliques, l'un à l'intérieur de l'autre, avec un noyau tournant au centre en bois, qui produisait le frottement. Baker a lancé une entreprise avec plusieurs autres hommes pour fabriquer le radiateur. La Friction IT Boilé Company a été fondée en 1904, à Saint-Joseph, avec Baker au conseil d'administration. La société a travaillé jusqu'à 136 000 $ en capital, soit près de 4 millions de dollars en 2018. Monsieur Baker prétend que le mode particulier de puissance utilisé pour créer la friction n'est pas essentiel. Il peut s'agir du vent, de l'eau, de l'essence ou de toute autre source d'énergie. La partie la plus difficile des affirmations de l'inventeur à prouver est que son système éclairera ou chauffera une maison à environ la moitié du coût des méthodes actuellement utilisées. Histoire oubliée de Gabriel Monjane. C'est l'histoire de Gabriel Monjane, un Mozambicain qui mesurait 2,45 m. À la fin des années 80, il était l'homme le plus grand du monde. Durant la colonisation portugaise, Gabriel Monjane fut amené à Lisbonne au Portugal pour y être exposé dans des foires et dans des cirques comme un animal. Dès son arrivée au Portugal en 1969, il sera un objet de curiosité exposé un peu partout. Les riches s'offrent même le privilège de l'exposer dans des événements privés. Il fut exposé et traité comme un animal. Il sera baladé dans plusieurs pays européens où il est exposé comme une bête de foire. À l'indépendance du Mozambique obtenue de haute lutte par Samora Machel, il retourne au Mozambique. Il revient au Portugal une seconde fois en 1979 et est toujours exposé comme un objet de curiosité. Au Colisée de Lisbonne, il tombe en essayant de monter les escaliers, ce qui lui causera de graves soucis à la jambe. Gabriel Monjane retourne au Portugal pour la dernière fois en septembre 1989 et est toujours exposé comme un objet de curiosité. En 1990, une nouvelle chute dans la cour de sa maison lui a été fatale. Il décède le 4 janvier 1990 à l'hôpital de Maputo à seulement 45 ans.